Nous pensons connaître la Rome antique, des empereurs, des légions, des gladiateurs. Mais derrière cette image de marbre et de puissance se cachait un monde bien plus étrange. Un monde où les Romains lavaient leurs vêtements avec de l'urine, où certains empereurs faisaient tuer des centaines d'animaux dans l'arène, et un simple soldat pouvait marcher 30 km par jour avec plus de 30 kilos d'équipement. Voici donc 100 faits historiques incroyables sur la Rome antique. Vie quotidienne à Rome. Nous imaginons souvent la Rome antique comme une ville de marbre, de temples majestueux et de grandes victoires militaires. Pourtant, derrière cette image de puissance se cachait une ville immense, bruyante et parfois étonnamment chaotique, où la vie quotidienne pouvait être très différente de ce que nous imaginons aujourd'hui. Rome était la plus grande ville du monde occidental pendant l'Antiquité. Au 1er siècle de notre ère, elle comptait probablement plus d'1 million d'habitants. À titre de comparaison, la plupart des villes européennes dépassaient rarement 20 ou 30 000 habitants. Cette densité exceptionnelle transformait Rome en une métropole animée où marchands, esclaves, soldats et voyageurs se croisaient constamment dans les rues étroites de la capitale. Dans certains quartiers, la foule était si dense qu'il devenait parfois difficile de se déplacer aux heures les plus animées de la journée. Contrairement à l'image de villas luxueuses, la majorité des habitants vivaient dans des immeubles appelés insulae. Ces bâtiments pouvaient atteindre 6 ou 7 étages. Ils étaient souvent construits rapidement avec du bois, des briques et du mortier de qualité médiocre. Les appartements les plus pauvres se trouvaient généralement aux étages supérieurs, où les loyers étaient moins chers, mais les conditions de vie beaucoup plus précaires. Monter ces escaliers étroits plusieurs fois par jour pouvait d'ailleurs devenir particulièrement pénible pour les habitants. Le problème, c'est que ces immeubles étaient bien souvent dangereux. Les effondrements étaient relativement fréquents, surtout dans les quartiers les plus densément peuplés. Les auteurs antiques se plaignaient régulièrement de la mauvaise qualité des constructions. Certains propriétaires cherchaient à maximiser leurs profits en construisant le plus vite possible, parfois au détriment de la sécurité des habitants. Les locataires vivaient donc parfois dans la crainte permanente qu'une partie du bâtiment ne s'écroule. Les incendies représentaient un autre danger permanent dans la ville. Les immeubles étaient souvent construits en bois. Le feu pouvait se propager très rapidement. Le plus célèbre incendie reste celui de l'an 64 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Néron, qui détruisit une grande partie de Rome et marqua durablement l'histoire de la ville. Pendant plusieurs jours, les flammes ravagèrent des quartiers entiers, laissant derrière elles des milliers d'habitants sans abri. Les rues de Rome étaient extrêmement bruyantes. Les marchands criaient pour attirer les clients. Les artisans travaillaient devant leurs ateliers et les passants se pressaient dans les rues étroites. Le poète Martial se plaignait même qu'il était presque impossible de dormir à cause du tumulte constant de la capitale. Les cris des vendeurs ambulants et le bruit des outils formaient une sorte de fond sonore permanent. La circulation était également un problème majeur. Pour éviter les embouteillages, les autorités romaines interdisaient souvent la circulation des chariots pendant la journée dans certaines zones de la ville. Les transports de marchandises se faisaient donc principalement la nuit, ce qui rendait Rome étonnamment bruyante jusque tard dans l'obscurité. Les roues de bois des chariots résonnaient alors sur les pavés des rues, perturbant un peu plus le sommeil des habitants. Les Romains utilisaient souvent des toilettes publiques collectives. Dans certaines villes, les sièges étaient alignés les uns à côté des autres sans séparation. Les utilisateurs pouvaient donc discuter tranquillement avec leurs voisins, transformant ces lieux en véritables espaces de sociabilité. Pour les Romains, ces moments faisaient simplement partie de la vie quotidienne. Sous les sièges circulait un petit canal d'eau qui emportait les déchets vers les égouts de la ville. Le plus célèbre de ces égouts était la Cloaca Maxima, un immense système d'évacuation construit plusieurs siècles avant notre ère et qui fonctionna pendant de très longues années. Ce réseau souterrain permettait d'évacuer une grande partie des eaux usées de la ville vers le Tibre. Pour se nettoyer, les Romains utilisaient un objet appelé tersorium. Il s'agissait d'une éponge fixée au bout d'un bâton. Après usage, elle était rincée dans de l'eau salée ou du vinaigre avant d'être replacée pour la personne suivante. On pense que cet objet était donc utilisé collectivement pour les différents visiteurs des toilettes publiques, bien que le sujet porte encore à débat. Les termes publics occupaient une place centrale dans la vie quotidienne. On y venait bien sûr pour se laver, mais aussi pour faire du sport, discuter avec des amis ou même conclure des affaires.
Pour beaucoup de Romains, se rendre aux thermes faisait partie de la routine quotidienne. Ces lieux étaient donc autant des centres de détente que de véritables espaces sociaux. Certains complexes thermaux étaient gigantesques. Les thermes de Caracalla, construits au IIIe siècle, pouvaient ainsi accueillir plusieurs milliers de visiteurs par jour. Ils comprenaient des piscines, des salles chauffées, des jardins et même des bibliothèques. Les visiteurs pouvaient y passer plusieurs heures à se détendre et à discuter. Et si après les thermes, une petite faim survenait, eh bien pas de souci, dans les villes romaines, il existait déjà une forme de restauration rapide. De nombreux habitants mangeaient ainsi dans des petits établissements appelés thermopolia. Ces comptoirs donnaient directement sur la rue et permettaient d'acheter des plats chauds ou des boissons sans entrer dans une véritable maison. Les archéologues ont ainsi retrouvé plusieurs de ces établissements bien conservés à Pompéi avec leurs grands pots en terre cuite encastrés dans le comptoir pour conserver la nourriture. À leur domicile, les repas importants des Romains se prenaient souvent allongés dans une pièce appelée triclinium. Les convives s'installaient en effet sur des lits disposés autour d'une table basse. Cette position était considérée comme un signe de raffinement et de statut social. Les esclaves circulaient autour des convives pour apporter les plats et remplir les coupes de vin. Le pain constituait la base de l'alimentation romaine. À Rome, l'État distribuait même du blé gratuitement à une partie de la population. Cette politique visait à éviter les révoltes dans une ville où la pauvreté restait très présente. Des files d'attente pouvaient parfois se former lors de ces distributions. Un condiment extrêmement populaire dans tout l'Empire était le garum. Cette sauce était fabriquée à partir de poissons fermentés et possédait une odeur très forte. Malgré cela, elle était utilisée dans une grande variété de plats et considérée comme un ingrédient essentiel de la cuisine romaine. Certaines régions produisaient même des versions très réputées de cette sauce. Les murs des villes romaines étaient souvent couverts de graffitis. À Pompéi, enseveli par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, les archéologues en ont retrouvé des milliers. On y lit des déclarations d'amour, des insultes, des annonces de spectacles ou même des slogans politiques. Ces inscriptions donnent aujourd'hui un aperçu très vivant de la vie quotidienne des habitants. Les enfants romains jouaient avec des objets étonnamment familiers. Les fouilles archéologiques ont révélé des poupées, des figurines d'animaux, des dés et même des petits chars miniatures. Ces jouets montrent que l'enfance existait aussi dans l'Antiquité, avec ses moments de jeu et d'apprentissage. Dans les maisons riches, certains esclaves avaient des fonctions très spécialisées. Il pouvait y avoir des lecteurs chargés de lire à haute voix pendant les repas, des secrétaires pour la correspondance ou encore des coiffeurs personnels. Les grandes maisons pouvaient ainsi employer des dizaines d'esclaves pour assurer le confort de leurs propriétaires. Les rues de Rome pouvaient être très sales. Dans certains immeubles, les habitants vidaient parfois leur pot de chambre directement par la fenêtre. Pour éviter les accidents, certains passants préféraient marcher au milieu de la rue plutôt que le long des bâtiments. La prudence était donc souvent nécessaire lorsqu'on circulait dans certains quartiers. Les Romains utilisaient aussi l'urine pour nettoyer les vêtements. Cela peut sembler étrange aujourd'hui, mais l'ammoniac qu'elle contient agit comme un puissant détergent. L'urine était donc collectée et utilisée dans les blanchisseries. Des jarres étaient parfois placés dans certaines rues afin que les passants puissent y uriner. Dans ces blanchisseries appelées foulinicées, les tissus étaient souvent piétinés dans des bassins remplis de liquide nettoyant. Des ouvriers marchaient sur les étoffes pour les laver efficacement. Un travail long et particulièrement pénible. Cette activité faisait partie des nombreux métiers modestes indispensables à la vie quotidienne de la ville. Les empereurs fous. L'Empire romain fut dirigé par des hommes très différents. Certains furent des administrateurs prudents et des stratèges brillants, tandis que d'autres laissèrent une réputation beaucoup plus étrange. Entre génie politique, excentricité et parfois véritable folie, plusieurs empereurs romains ont marqué l'histoire par des comportements qui continuent aujourd'hui de fasciner les historiens. Auguste fut le premier empereur de Rome, mais il évita soigneusement d'utiliser ce titre. Après les guerres civiles qui avaient déchiré la République, les Romains se méfiaient du pouvoir personnel. Auguste se présenta donc comme le princeps, c'est-à-dire le premier citoyen, donnant ainsi l'impression de restaurer les institutions républicaines tout en concentrant progressivement entre ses mains presque tous les pouvoirs de l'État.
Pour consolider son autorité, Auguste transforma profondément la ville de Rome. Il lança pour cela un vaste programme de construction et de restauration de monuments. Selon une phrase célèbre qu'on lui attribue, il aurait trouvé une ville de briques et laissé une ville de marbre. Ces travaux contribuèrent à renforcer son prestige tout en embellissant durablement la capitale de l'Empire. Caligula est resté célèbre pour sa réputation d'empereur imprévisible. Les auteurs antiques racontent qu'il aurait envisagé de nommer son cheval Incitatus consul, même si cette histoire est probablement exagérée ou satirique. Elle illustre pourtant l'image extravagante que les écrivains romains ont conservée de son règne. Les sources antiques décrivent également Caligula comme un souverain capable de décisions soudaines et parfois brutales. Les chroniqueurs racontent qu'il pouvait passer d'une grande générosité à une cruauté extrême en très peu de temps. Cette imprévisibilité rendait la vie à la cour impériale particulièrement dangereuse pour les sénateurs et les proches de l'empereur. L'empereur Néron développa une passion inhabituelle pour les arts. Il aimait chanter, jouer de la lyre et se produire devant le public. Pour l'aristocratie romaine, ces activités étaient jugées indignes d'un empereur, car les performances artistiques étaient normalement associées aux acteurs et aux musiciens professionnels. Après le grand incendie de Rome, en l'an 64, certains auteurs antiques accusèrent Néron d'avoir contemplé la ville en flammes tout en chantant. Cette image spectaculaire a marqué l'imaginaire collectif, même si les historiens modernes pensent que cette scène est probablement une exagération destinée à discréditer l'empereur. Domitien développa rapidement une réputation de souverain autoritaire. Méfiant envers le Sénat, il soupçonnait régulièrement les élites de conspirer contre lui. Plusieurs sénateurs furent exécutés pendant son règne, contribuant à installer un climat de peur au sein de l'aristocratie romaine. Commode, fils du philosophe empereur Marc Aurèle, préférait quant à lui les spectacles aux affaires de l'État. Plutôt que de gouverner activement, il consacrait une grande partie de son temps aux jeux et au divertissement public. Commode aimait apparaître dans l'arène comme gladiateur. Même si ces combats étaient souvent organisés pour limiter les risques, voir l'empereur combattre dans le Colisée choquait profondément les élites romaines. Pour beaucoup, ce comportement était jugé indigne de la fonction impériale. Selon plusieurs récits antiques, Commode participait également à des chasses d'animaux sauvages dans l'arène. Il aurait ainsi tué des lions, des autruches et d'autres animaux exotiques devant des milliers de spectateurs venus assister à ces spectacles. L'empereur Héliogabale est souvent considéré comme l'un des souverains les plus controversés de Rome. Originaire de Syrie, il tenta d'introduire à Rome le culte d'un dieu solaire oriental appelé Élagabale, provoquant un choc culturel et religieux dans la société romaine. Les chroniqueurs antiques attribuent à Héliogabale des banquets extravagants. Une anecdote célèbre raconte qu'il aurait fait tomber une immense quantité de pétales de roses sur ses invités lors d'un festin. Selon certains récits, la quantité était telle que plusieurs convives auraient eu du mal à respirer sous cette pluie de fleurs. Lorsque l'empereur Caligula fut assassiné en l'an 41 après Jésus-Christ, le palais impérial sombra immédiatement dans la confusion. Plusieurs sénateurs envisagèrent même de profiter de la situation pour mettre fin au régime impérial et restaurer la République. Pendant que les conspirateurs tentaient de reprendre le contrôle de la situation, l'oncle de Caligula, Claude, qui n'était pas considéré comme un candidat sérieux au pouvoir, se serait caché dans le palais par peur d'être tué à son tour. Selon les récits de Suétone et de Dion Cassius, un soldat de la garde prétorienne l'aurait découvert caché derrière un rideau. Plutôt que de l'arrêter, le soldat l'aurait salué comme empereur et l'aurait conduit devant ses camarades. Ce soutien décisif de la garde prétorienne permit à Claude d'être proclamé empereur, alors même que le Sénat hésitait encore sur l'avenir du pouvoir à Rome. Claude, malgré son bégaiement et ses problèmes physiques, se révéla être au final un administrateur très compétent. Sous son règne, l'administration impériale fut réorganisée et plusieurs projets d'infrastructures furent lancés dans tout l'Empire. C'est également sous Claude que la conquête de la Bretagne romaine commença en 43 après Jésus-Christ. Cette campagne militaire permit à Rome de contrôler une grande partie de l'actuelle Angleterre pendant plusieurs siècles.
Vespasien, quant à lui, devint empereur après une période de guerre civile. Pour restaurer les finances de l'Empire, il introduisit plusieurs taxes, dont une sur la collecte d'urine utilisée dans certaines activités artisanales. Selon une anecdote célèbre, lorsque son fils Titus critiqua cette taxe, Vespasien lui montra une pièce provenant de cet impôt et lui demanda si elle sentait mauvais. Cette histoire est souvent associée à l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Tibère, successeur d'Auguste, passa les dernières années de son règne sur l'île de Capri. Il gouverna l'Empire à distance depuis son palais insulaire, ce qui alimenta de nombreuses rumeurs sur la vie mystérieuse qu'il menait loin de Rome. Suétone affirme par exemple que Tibère faisait participer de jeunes danseurs et danseuses à des spectacles très provocateurs pendant ses banquets. Il écrit même que l'empereur appelait certains de ses participants ses petits poissons, car ils devaient se déplacer dans l'eau ou autour des bassins des villas pour divertir les invités. Ces récits ont contribué à donner de Tibère l'image d'un souverain retiré dans une cour pleine d'excès, même si les historiens modernes rappellent que ces histoires proviennent d'auteurs parfois très hostiles à l'empereur. Marc Aurèle est souvent considéré comme l'un des empereurs les plus respectés de l'histoire romaine. Philosophe stoïcien, il écrivit un ouvrage célèbre appelé « Penser pour moi-même », dans lequel il réfléchissait à la morale, au pouvoir et à la condition humaine. Trajan, lui, mena l'Empire romain à son extension territoriale maximale au début du IIe siècle. Sous son règne, Rome contrôlait un immense territoire allant de la Grande-Bretagne jusqu'à la Mésopotamie. Pour célébrer ses victoires militaires, Trajan fit ériger à Rome une colonne monumentale, la fameuse colonne Trajane. Celle-ci est recouverte d'une immense frise sculptée représentant les campagnes militaires de l'empereur en Dacie, offrant aujourd'hui encore un témoignage exceptionnel de l'art et de la propagande romaine. L'armée romaine. Si Rome a réussi à bâtir l'un des plus vastes empires de l'Antiquité, c'est en grande partie grâce à son armée. Les légions romaines étaient réputées pour leur discipline, leur organisation et leur capacité d'adaptation. Pendant des siècles, ces soldats professionnels ont parcouru des milliers de kilomètres, combattu sur plusieurs continents et construit des infrastructures qui permettaient à Rome de contrôler un immense territoire. La Légion romaine était l'unité fondamentale de l'armée impériale. Une légion comptait généralement entre 4 et 5 000 soldats. Ces hommes étaient des professionnels engagés pour de longues périodes de service. Grâce à un entraînement constant et à une organisation rigoureuse, ces légions pouvaient se déplacer rapidement et combattre efficacement dans des environnements très différents à travers l'Empire. Les légionnaires transportaient un équipement particulièrement lourd. Leurs boucliers, leurs casques, leurs armures, leurs armes pouvaient ainsi dépasser 30 kilos. Malgré ce poids important, les soldats devaient marcher parfois plus de 20 ou 30 km par jour lors des campagnes militaires. Chaque soldat romain portait également des outils de construction. L'armée romaine n'était pas seulement une force de combat, elle était aussi capable de bâtir des routes, des ponts, ainsi que des fortifications partout où elle se déplaçait. À la fin de chaque journée de marche, les légionnaires construisaient un camp fortifié. Même après une longue marche, ils creusaient un fossé autour du camp et érigeaient une palissade en bois pour protéger les soldats pendant la nuit. Ces camps militaires étaient construits selon un plan presque standardisé. Les rues, les tentes, les quartiers des officiers et les portes étaient toujours disposées de manière similaire. Cette organisation facilitait la discipline et permettait aux soldats de se repérer facilement. La discipline dans l'armée romaine était extrêmement stricte. Les soldats devaient suivre des règles précises concernant l'entraînement, l'équipement et la vie quotidienne. Les officiers surveillaient attentivement le comportement des légionnaires, et ce, afin de maintenir l'ordre au sein de l'armée. Parmi les punitions les plus redoutées figurait la décimation. Lorsqu'une unité était accusée de lâcheté ou bien de rébellion, un soldat sur 10 pouvait être tiré au sort et exécuté par ses propres camarades. L'entraînement des légionnaires était particulièrement exigeant. Les soldats s'exerçaient avec des armes plus lourdes que celles utilisées au combat. Cet entraînement renforçait leur endurance et leur permettait d'être plus efficaces sur le champ de bataille. Les ingénieurs militaires jouaient un rôle essentiel dans l'armée romaine. Ils étaient capables de construire rapidement des ponts, des machines de siège ou bien même des fortifications pour soutenir les opérations militaires.
Les routes romaines furent également construites en grande partie par les soldats. Ces routes permettaient aux armées de se déplacer rapidement et facilitaient la communication entre les différentes provinces de l'Empire. L'une des routes les plus célèbres de l'Empire romain était la Via Appia, construite en 312 avant Jésus-Christ, à l'initiative du magistrat romain Appius Claudius Caecus. Cette route reliait Rome au sud de l'Italie et permit aux armées romaines de se déplacer rapidement pendant les guerres contre les peuples italiques. Les blocs de pierre qui formaient sa surface étaient taillés avec une telle précision que certaines portions de la route sont encore aujourd'hui visibles. À l'époque romaine, elle était surnommée la reine des routes en raison de son importance stratégique pour l'expansion de Rome. Si certaines routes construites par les Romains existent encore aujourd'hui, c'est parce que leur structure solide, composée de plusieurs couches de pierre et de gravier, leur a permis de résister au temps pendant des siècles. Mais ce n'est pas tout, car les ingénieurs romains cherchaient également à construire leurs routes aussi droites que possible. Plutôt que de contourner les collines ou les forêts, ils préféraient couper directement à travers le paysage. Bien sûr, cela signifiait creuser des tranchées dans les collines, construire des ponts au-dessus des rivières ou poser des remblais dans des zones marécageuses. Cette volonté de tracer des routes presque rectilignes permettait aux armées romaines de se déplacer plus rapidement et faciliter la communication entre les différentes régions de l'Empire. Les soldats romains responsables de ces fameuses routes recevaient en retour un salaire régulier appelé stipendium. Cependant, une partie de cette solde pouvait être déduite pour payer l'équipement ou certaines dépenses imposées par l'armée. Après plusieurs années de service, les légionnaires pouvaient recevoir une récompense appelée praemium. Cette récompense prenait souvent la forme d'une somme d'argent ou de terre dans les provinces de l'Empire. De nombreux vétérans s'installaient ainsi dans les territoires conquis. Ces colonies de soldats contribuaient à diffuser la culture romaine et à renforcer le contrôle de Rome sur les régions éloignées. Certains d'entre eux pouvaient être rappelés pour encadrer ou conseiller les légions en cas de conflit. Leur expérience des batailles et des campagnes faisait d'eux des références pour les jeunes soldats de l'armée romaine, notamment pour ce qui est des différentes formations de combat. L'une des plus célèbres est la formation appelée testudo ou torture. Dans cette formation, les soldats rapprochaient leurs boucliers pour créer une protection presque complète. Les boucliers couvraient ainsi les têtes et le dessus de la formation, protégeant les soldats contre les flèches et les projectiles. Les armées romaines utilisaient également de puissantes machines de siège. Les catapultes et les balistes pouvaient ainsi lancer de lourdes pierres ou des traits contre les murs des villes ennemies. Lors des sièges, les soldats construisaient parfois des tours mobiles ou des rampes permettant de franchir les murailles. Ces techniques donnaient souvent un avantage décisif aux armées romaines. L'armée romaine était aussi capable d'apprendre de ses adversaires. Les Romains adoptaient parfois les armes ou bien les tactiques de leurs ennemis lorsqu'elles se révélaient efficaces. L'un des exemples les plus célèbres est le gladius, l'épée courte utilisée par les légionnaires. Cette arme aurait été inspirée des épées utilisées par les guerriers ibériques pendant les guerres menées par Rome en Espagne. Les Romains adoptèrent ce modèle et en firent l'une des armes les plus emblématiques de leur légion, parfaitement adaptée aux combats rapprochés dans les formations serrées. Grâce à cette discipline, cette organisation et cette capacité d'adaptation, les légions romaines ont réussi à conquérir et à contrôler un territoire immense pendant plusieurs siècles, faisant de l'armée romaine l'une des forces militaires les plus célèbres de toute l'histoire antique. Une anecdote précise montre bien cette emprise. En 55 avant Jésus-Christ, Jules César fit ainsi construire un pont en bois sur le Rhin en seulement une dizaine de jours pour faire traverser ses légions en territoire germanique. Après avoir mené une courte expédition de démonstration, César décida de faire détruire le pont lui-même avant de revenir en Gaule. Son objectif n'était pas de conquérir la région, mais de montrer au peuple germanique que l'armée romaine était capable de franchir le fleuve quand elle le voulait. Les spectacles à Rome. Les Romains étaient fascinés par les spectacles publics. Les empereurs et les riches magistrats organisaient régulièrement des jeux pour divertir la population et renforcer leur popularité. Dans les amphithéâtres et les cirques, des dizaines de milliers de spectateurs se rassemblaient pour assister à des combats, des chasses d'animaux ou bien des courses spectaculaires.
Le Colisée est aujourd'hui le monument le plus célèbre de la Rome antique. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, sous les empereurs Flaviens, cet immense amphithéâtre pouvait accueillir environ 50 000 spectateurs. Les habitants de Rome venaient y assister à des spectacles impressionnants qui pouvaient durer toute la journée. Les gradins étaient organisés selon le rang social, plaçant les élites près de l'arène et les classes populaires plus haut. Les combats de gladiateurs comptaient parmi les divertissements les plus populaires. Ces combattants s'affrontaient dans l'arène devant des milliers de spectateurs. Les gladiateurs étaient souvent des esclaves, des prisonniers de guerre ou bien des condamnés. Mais certains hommes libres choisissaient volontairement cette carrière pour tenter de gagner gloire et richesse malgré les dangers. Contrairement à une idée répandue, les combats de gladiateurs ne se terminaient pas toujours par la mort. En effet, les gladiateurs coûtaient très cher à entraîner et représentaient un investissement important pour leurs propriétaires. Les organisateurs préféraient souvent préserver les combattants expérimentés pour les spectacles futurs. Certains gladiateurs pouvaient ainsi survivre pendant plusieurs années dans l'arène. Les gladiateurs recevaient un entraînement intensif dans les écoles spécialisées appelées ludi. Les maîtres d'entraînement, appelés lanistae, formaient les combattants aux différentes techniques de combat. Les gladiateurs suivaient également une discipline stricte et un régime alimentaire particulier pour développer leur endurance et leur force. Chaque type de gladiateur possédait un équipement particulier. Certains combattaient avec un grand bouclier et une épée courte appelée gladius. D'autres utilisaient un filet et un trident pour déséquilibrer leur adversaire. Cette diversité d'armes et de styles rendait les combats plus imprévisibles et plus spectaculaires pour le public. Les gladiateurs les plus célèbres pouvaient devenir de véritables vedettes. Leur popularité attirait l'attention du public et parfois même celle des élites romaines. Des graffitis retrouvés à Pompéi montrent que certains gladiateurs avaient des admirateurs passionnés. Certains spectateurs gravaient leur nom sur les murs et collectionnaient des objets à leur effigie. L'un des plus célèbres fut Plamma, un combattant d'origine syrienne qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ. Une inscription retrouvée en Sicile indique qu'il combattit 34 fois dans l'arène, remporta 21 victoires, 9 matchs nuls et ne fut vaincu que 4 fois. À plusieurs reprises, on lui proposa la rudis, l'épée de bois qui symbolisait la liberté pour un gladiateur. Mais selon cette inscription, Flamma refusa la liberté et continua à combattre dans l'arène jusqu'à sa mort. En plus des combats de gladiateurs, les amphithéâtres accueillaient aussi des chasses d'animaux sauvages, appelées venationes. Des chasseurs spécialisés affrontaient des lions, des tigres, des ours ou bien encore des panthères dans l'arène. Ces spectacles impressionnaient énormément les Romains qui pouvaient ainsi voir des animaux venus de régions très lointaines. Ces animaux étaient capturés dans différentes provinces de l'Empire, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Leur transport jusqu'à Rome demandait une organisation complexe et coûteuse. Les empereurs utilisaient ces spectacles pour démontrer la richesse et l'étendue de leur pouvoir sur le monde connu. Dans certains cas, les spectacles pouvaient inclure des exécutions publiques. Des condamnés étaient parfois envoyés dans l'arène pour affronter des animaux sauvages. Ces exécutions faisaient partie des programmes de jeu et servaient aussi à rappeler l'autorité de la justice romaine. Dans certaines périodes de l'Empire romain, des chrétiens subirent ce châtiment, comme par exemple en l'an 177 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, où plusieurs chrétiens furent arrêtés dans la ville de Lugdunum, en Gaule romaine. Parmi eux se trouvait une jeune esclave nommée Blandine. Les sources chrétiennes racontent qu'elle fut torturée puis exécutée dans l'amphithéâtre devant la foule. Malgré les supplices, elle refusa d'abandonner sa foi. Finalement, elle fut exécutée dans l'arène après plusieurs jours de spectacle, devenant l'un des martyrs chrétiens les plus célèbres de l'Antiquité. Les spectacles pouvaient durer plusieurs jours lors de grandes célébrations. Des dizaines de combats et de chasses pouvaient se succéder devant une foule immense. Les spectateurs arrivaient parfois dès le matin pour assister à l'ensemble des représentations prévues dans la journée, raison pour laquelle ils apportaient souvent de quoi manger avec eux. Comme dans un stade moderne, il existait aussi des vendeurs qui circulaient dans les gradins pour vendre de la nourriture et des boissons. Les spectateurs pouvaient ainsi rester plusieurs heures dans l'amphithéâtre pendant que les différents spectacles se succédaient. Entre les combats et les chasses d'animaux, la foule discutait, mangeait et attendait le prochain spectacle.
Les empereurs utilisaient ces spectacles pour gagner la faveur du peuple. Offrir des jeux spectaculaires permettait de renforcer leur popularité. Dans une ville immense comme Rome, ces événements étaient aussi un moyen de maintenir la paix sociale et d'éviter tout risque de révolte. Ainsi, Trajan organisa, en 107 après Jésus-Christ, des jeux qui durèrent 123 jours, selon les sources antiques. Ces spectacles auraient inclus plus de 10 000 gladiateurs et des milliers d'animaux. Certains spectacles étaient particulièrement modernes pour l'époque, tout du moins du point de vue technique. Ainsi, lors de certaines représentations organisées au Colisée, les Romains étaient capables de faire apparaître soudainement des animaux sauvages directement dans l'arène grâce à un système de trappes et de plateformes mécaniques dissimulées sous le sol. Des lions, des ours et des panthères pouvaient ainsi surgir brusquement devant les spectateurs, créant un effet spectaculaire et imprévisible. Les archéologues ont retrouvé sous le Colisée un vaste réseau de couloirs, de cages et de monte-charges, appelés hypogéum, qui permettaient d'organiser ces apparitions spectaculaires pendant les Jeux. Les combats de gladiateurs n'étaient cependant pas les seuls divertissements populaires. Les courses de chars attiraient également des foules immenses. Chaque course comportait 7 tours de piste. Les chars tournaient autour d'une longue barrière centrale appelée spina, décorée de statues et de monuments. Pour aider les spectateurs à suivre la course, des marqueurs étaient placés sur cette barrière. Après chaque tour, un œuf ou un dauphin en pierre était déplacé, et ce afin d'indiquer le nombre de tours restants. Le plus célèbre lieu pour ces courses était le Circus Maximus. Situé entre 2 collines de Rome, il pouvait accueillir plus de 150 000 spectateurs. Les gradins formaient un immense amphithéâtre allongé autour d'une piste centrale. Ces courses étaient extrêmement dangereuses, car les virages autour des bornes, situées aux extrémités de la piste, étaient très serrés. Les chars pouvaient facilement se renverser, provoquant des accidents spectaculaires appelés naufragia, que la foule considérait comme l'un des moments les plus excitants de la course. Les courses, justement, opposaient des équipes identifiées par différentes couleurs. Les factions principales étaient les rouges, les bleus, les verts et les blancs. Les supporters soutenaient passionnément leur équipe, créant parfois une atmosphère extrêmement intense. Les empereurs romains eux-mêmes pouvaient soutenir une faction de course de chars. Certains n'hésitaient pas à afficher publiquement leurs préférences. L'empereur Caligula était par exemple connu pour soutenir la faction des Verts, selon plusieurs sources antiques. Il aimait tellement cette équipe qu'il aurait fait construire des écuries luxueuses pour leurs chevaux et offert des cadeaux aux auriges qui couraient sous leurs couleurs. Les conducteurs de chars, appelés justement auriges, pouvaient devenir très célèbres. Certains accumulèrent d'immenses fortunes grâce à leur victoire. Les plus talentueux étaient admirés par le public comme de véritables champions sportifs. C'est le cas de Gaius Appuleius Dioclès, un orige originaire de Lusitanie dans l'actuel Portugal. Au cours de sa carrière au IIe siècle, il participa à plus de 4000 courses et en remporta plus de 1000. Les inscriptions antiques indiquent qu'il accumula une fortune gigantesque, estimée à environ 35 millions de sesterces, ce qui ferait de lui l'un des sportifs les mieux payés de toute l'Antiquité. Une véritable fortune, car piloter un tel engin n'était pas à la portée de tout le monde, raison pour laquelle les auriges attachaient souvent les rênes des chevaux autour de leur taille, et ce afin de mieux contrôler l'attelage lancé à pleine vitesse. Mais en cas d'accident, cette technique devenait mortelle. Si le char se renversait, le conducteur pouvait être traîné sur la piste par les chevaux affolés. Pour éviter ce sort, les auriges portaient généralement un petit couteau à la ceinture. Leur seule chance de survie était de couper rapidement les rênes avant d'être écrasés ou traînés sur plusieurs dizaines de mètres devant la foule du Circus Maximus. Après les chars, et dans certains cas exceptionnels, les Romains organisaient également des batailles navales simulées appelées naumachie. Pour ces spectacles, de grands bassins étaient remplis d'eau afin d'y faire combattre de véritables navires. Ces reconstitutions pouvaient reproduire des batailles historiques célèbres. Des centaines de participants pouvaient y prendre part, y compris des femmes. Les sources antiques mentionnent en effet plusieurs spectacles où des femmes gladiateurs affrontaient des adversaires devant le public. Une inscription retrouvée à Halicarnasse représente par exemple 2 combattantes appelées Amazone et Aquilia, qui s'affrontent comme de véritables gladiateurs. Ces combats restaient cependant rares et étaient souvent présentés comme des spectacles particulièrement exotiques.
pour impressionner la foule. Lors de certains grands jeux organisés à Rome, les empereurs faisaient distribuer des cadeaux au public. Ces distributions étaient appelées missilia. Des objets ou des jetons étaient lancés dans la foule et les spectateurs se précipitaient pour les attraper. Certains jetons pouvaient ensuite être échangés contre de la nourriture, des vêtements ou bien parfois même des animaux. Ils sont fous ces Romains. La civilisation romaine a laissé un héritage immense, routes, droits, architecture et organisation politique. Mais derrière ces réalisations importantes se cachent aussi des pratiques surprenantes, parfois étranges, et qui montrent à quel point la vie quotidienne dans l'Empire romain pouvait être différente de la nôtre. Les Romains accordaient en effet une grande importance aux présages. Avant de prendre certaines décisions importantes, des prêtres, appelés augures, observaient le comportement des oiseaux. La direction de leur vol ou de leurs cris pouvait être interprétée comme des signes envoyés par les dieux. Ces observations pouvaient influencer des décisions politiques, militaires ou religieuses. Une autre pratique divinatoire consistait à examiner les entrailles d'animaux sacrifiés. Les prêtres analysaient la forme du foie ou d'autres organes pour déterminer si les dieux approuvaient une décision. Cette pratique, appelée aruspicine, était héritée de traditions religieuses très anciennes venues d'Étrurie. Les Romains utilisaient parfois des tablettes de malédiction appelées defictiones. Ces petites plaques de plomb étaient gravées de textes invoquant des divinités pour porter malheur à un ennemi. Les personnes qui les écrivaient espéraient ainsi influencer des rivalités personnelles, des procès ou même des compétitions sportives. Beaucoup de ces tablettes ont été retrouvées dans des puits, des tombes ou bien des sanctuaires. Les archéologues en ont découvert des centaines dans différentes régions de l'Empire. Ces objets montrent que la magie et les croyances populaires étaient profondément ancrées dans la société romaine. Les Romains utilisaient également le plomb pour leur canalisation d'eau. Ce métal était en effet facile à travailler et largement utilisé dans les infrastructures urbaines. Certaines canalisations romaines portant le nom de leur fabricant ont même été retrouvées intactes lors de fouilles archéologiques. Certains chercheurs ont suggéré que l'utilisation du plomb aurait pu provoquer des problèmes de santé dans certaines régions. Cependant, les historiens et les scientifiques débattent encore de l'importance réelle de ces effets dans la société romaine. Les Romains avaient développé un béton extrêmement résistant appelé opus cementitium. Ce matériau mélangeait chaux, pierre et cendres volcaniques. Grâce à cette composition particulière, de nombreux bâtiments romains ont pu résister pendant des siècles. Certains ports, temples et aqueducs construits avec ce béton existent encore aujourd'hui. Dans certains cas, ce matériau semble même se renforcer avec le temps lorsqu'il est exposé à l'eau de mer. Les aqueducs romains transportaient l'eau sur des dizaines de kilomètres. Ils utilisaient uniquement la gravité pour faire circuler l'eau depuis les sources jusqu'aux villes. Leur construction exigeait une grande précision afin de maintenir une pente régulière. À Rome, l'eau arrivait ensuite dans des fontaines publiques, des thermes et parfois dans les maisons des habitants les plus riches. Ce réseau hydraulique impressionnant contribuait à améliorer la vie quotidienne dans la capitale. Les Romains possédaient également un système postal appelé cursus publicus. Ce réseau permettait aux messages officiels de circuler rapidement à travers l'Empire. Les autorités pouvaient ainsi transmettre des informations importantes entre les provinces et la capitale. Des relais de chevaux étaient installés le long de grandes routes romaines. Les messagers pouvaient changer de monture à chaque étape et poursuivre leur voyage sans s'arrêter très longtemps. Les bibliothèques romaines contenaient parfois des milliers de rouleaux de papyrus. Ces rouleaux étaient conservés dans des armoires et classés selon différents auteurs ou sujets. Certaines bibliothèques publiques furent construites par les empereurs pour encourager l'étude et la diffusion du savoir. Elles faisaient partie des nombreux bâtiments culturels présents dans les grandes villes romaines. L'une des premières fut créée par Asinius Pollio au 1er siècle avant Jésus-Christ dans l'Atrium Libertatis. Cette bibliothèque contenait des rouleaux de papyrus et permettait aux lecteurs de consulter des œuvres d'auteurs grecs et latins. Plus tard, plusieurs empereurs firent construire d'autres bibliothèques dans la capitale. L'une des plus célèbres se trouvait dans le Forum de Trajan, où 2 salles distinctes conservaient les textes latins et les textes grecs. Les livres n'étaient pas empruntés comme aujourd'hui. Les lecteurs venaient lire sur place, souvent avec l'aide d'esclaves chargés de retrouver les rouleaux dans les étagères.
Les villas des riches romains pouvaient être, quant à elles, extrêmement luxueuses. Elles comprenaient souvent des jardins, des fontaines, ainsi que des salles décorées de fresques colorées. L'une des plus impressionnantes appartenait à Lucullus, célèbre pour sa richesse et ses banquets somptueux. Dans sa villa, située près de la baie de Naples, Lucullus fit aménager des jardins immenses, des terrasses donnant sur la mer et même des bassins pour élever des poissons rares. Selon les auteurs antiques, il fit creuser des canaux reliant ces bassins à la mer afin de pouvoir garder et nourrir des poissons de luxe destinés à ses repas. Ces installations étaient si extravagantes que certains Romains critiquaient ouvertement son mode de vie, estimant qu'il dépensait des fortunes pour organiser des banquets toujours plus spectaculaires. Certaines villas riches et certains thermes romains possédaient également un système de chauffage central appelé hypocauste. Dans ce dispositif, un foyer était allumé dans une pièce située sous le bâtiment. L'air chaud circulait ensuite sous le sol grâce à un espace soutenu par de petites piles de briques appelées pilets. Cette chaleur montait ensuite dans les murs à travers des conduits, réchauffant progressivement toute la pièce. Ce système était notamment utilisé dans les thermes pour chauffer les salles chaudes, mais aussi dans les villas des plus riches habitants de l'Empire. Marcher pieds nus sur ces sols chauffés devait être une expérience particulièrement agréable pendant l'hiver romain. Rome possédait un vaste réseau d'égouts destinés à évacuer les eaux usées. L'un des plus célèbres était la Cloaca Maxima. Selon la tradition romaine, ce projet aurait été lancé sous le règne du roi Lucius Tarquinius Priscus au VIe siècle avant Jésus-Christ. À l'origine, il s'agissait surtout d'un grand canal destiné à évacuer l'eau et la boue vers le Tibre. Avec le temps, ce canal fut couvert et intégré au système d'égouts de la ville. Certaines sections étaient si grandes qu'un homme pouvait s'y tenir debout et même y circuler en bateau lors des travaux d'entretien. Ce réseau d'évacuation resta utilisé pendant des siècles, preuve du niveau impressionnant d'ingénierie atteint par les Romains. Autre structure impressionnante, le Panthéon, qui possède tout simplement le plus grand dôme en béton non armé jamais construit dans l'Antiquité. Édifié sous le règne d'Adrien au IIe siècle, ce dôme mesure environ 43 mètres de diamètre, exactement la même hauteur que la distance entre le sol et le sommet de la coupole. Autrement dit, une sphère parfaite pourrait théoriquement s'inscrire à l'intérieur du bâtiment. Pour éviter que la structure ne s'effondre sous son propre poids, les ingénieurs romains utilisèrent un béton de plus en plus léger à mesure que l'on s'approchait du sommet, mélangeant la chaux avec des pierres volcaniques très légères. Le centre du dôme était également percé d'une ouverture circulaire appelée oculus, qui laisse entrer la lumière et réduit la masse de la structure. Près de 2000 ans après sa construction, ce dôme reste encore aujourd'hui la plus grande coupole en béton non armé du monde. Autre avancée technique, à Rome, certaines rues possédaient des blocs de pierre surélevés qui servaient de passage pour les piétons. Ces pierres permettaient de traverser la rue sans marcher dans la boue ou les eaux sales qui s'écoulaient souvent sur la chaussée. Les espaces laissés entre ces blocs étaient suffisamment larges pour que les roues des chariots puissent passer, ce qui montre que les rues romaines étaient déjà conçues avec une forme d'organisation de circulation. Des rues où le plus vieux métier du monde était bien présent. Les prostituées étaient en effet si nombreuses qu'elles devaient souvent être enregistrées officiellement auprès des autorités. Une fois inscrites, elles étaient considérées comme exerçant une profession légale, mais leur statut social restait très bas. Dans certains quartiers de la ville, comme Pompéi, des maisons closes appelées lupanars accueillaient les clients. Les murs de ces établissements étaient parfois décorés de peintures érotiques représentant les services proposés, une manière simple d'informer une clientèle souvent venue de différentes régions de l'Empire. Voilà, avant de se quitter, une toute dernière anecdote. Dans certaines maisons romaines, les propriétaires utilisaient déjà des chiens pour surveiller l'entrée. À Pompéi, une célèbre mosaïque, retrouvée dans la maison du poète tragique, représente en effet un chien attaché avec l'inscription Cave Canem, ce qui signifie tout simplement « attention aux chiens ». Cette mosaïque servait donc d'avertissement aux visiteurs dès l'entrée de la maison. Elle montre que les Romains utilisaient déjà des panneaux de sécurité il y a près de 2000 ans. Décidément, les Romains n'ont pas fini de nous surprendre.